parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus en nombre aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de Landvita dans le cadre de ces rendez-vous des municipales. C'est le huitième, donc, comme indiqué. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question des outils d'interpellation des listes aux municipales, avec comme ambition de promouvoir l'accueil inconditionnel pendant la campagne, qui commence à être bien engagé dans les territoires. Euh, Juste pour préciser un peu comment ça va se passer aujourd'hui, on va d'abord faire une petite introduction pour recontextualiser du côté de Landvita. Ensuite, il y aura un petit teasing de la campagne que prévoit Landvita dans ce cadre de la stratégie des municipales, enfin dans le cadre de la campagne des municipales. Parce qu'en fait, il y aura un autre webinaire, un dernier webinaire qui sera prévu en février, mi-février, pour présenter la démarche de Landvita en tant que telle. Ensuite, nous aurons les interventions de quatre invités qui présenteront leur propre démarche de plaidoyer local dans ce contexte des municipales, dans l'idée de la défense des droits, bien sûr. Ensuite, nous aurons un temps de discussion ouverte qui sera à destination de toutes les personnes qui participent, parce qu'on a pu inviter que quatre organisations à intervenir, mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres organisations qui prévoient des choses dans ce contexte des municipales, donc il ne faudra pas hésiter à ce moment-là à se manifester. Et enfin, nous aurons une conclusion. L'idée, c'est qu'on essaye de terminer pour 12h30. Donc, on aura 1h30 ensemble à se partager. Une présentation rapide des intervenants qui seront là avec nous, des intervenantes en fait, qui seront là avec nous. Nous aurons Morgane Lecampion, chargée de projet Mérimi chez le collectif pour une transition citoyenne, CTC, qui nous présentera la campagne du coup Mérimi, avec un habile jeu de mots. Nous aurons aussi Éléonore Schmitt, chargée de mobilisation et coordinatrice du collectif pour les associations pour le logement, qui présentera aussi les travaux du collectif. Nous aurons aussi Alix Geoffroy, chargé de plaidoyer local et sensibilisation chez France Terre d'Asile. Et enfin, nous aurons aussi Lison Leneveller, chargée d'action recherche chez le Modus Operandi, le MODOP. Et bien sûr, présenter Landvita et l'équipe qui est présente ce matin. Donc moi, je suis Nicolas Mazard, chargé de plaidoyer à Landvita. Je suis accompagné de ma collègue directrice Léa Hénon Baron qui interviendra tout à l'heure et de nos deux stagiaires, Maria et Marion. Euh, et du coup, petit rappel peut-être pour Landvita, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'association, donc Association nationale des villes et territoires accueillantes, qui est une association, mais surtout un réseau qui regroupe 90 collectivités dans toute la France qui essaient de se mobiliser en faveur de l'accueil inconditionnel sur leur territoire, des droits, du respect des droits des personnes exilées, mais de manière générale, du respect des droits de toutes les personnes qui habitent sur les territoires. Voilà, et je vais céder la parole du coup à Léa. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien quand je parle, puisqu'on partage un micro? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Ouais. Super. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux intervenants et aux intervenantes. Du coup, nous, à l'Anvita, on a depuis plus d'un an le plan Mère accueillant, qui est vraiment une conséquence de l'accélération de l'apparition de plus en plus forte de la possibilité que l'extrême droite advienne au pouvoir, donc notamment accélérée par les législatives 2024, pardon. Voilà, on avait déjà l'horizon 2027, mais là, les réflexions, en tout cas en interne chez nous, se sont accélérées sur l'année 2024. Elles avaient commencé en 2022-2023 avec les attaques qu'avaient connues des élus locaux et des projets d'hospitalité par l'extrême droite, notamment pour ceux et celles qui connaissent donc ce qui s'est passé à Callac, à Saint-Brévin. Euh, Peut-être on peut défaire, on enlève le. Euh, donc voilà, donc il y a eu toute cette montée des extrêmes droites sur les territoires et donc cette horizon qui se rendait de plus en plus inquiétante au niveau national. On s'est plutôt
on avait réfléchi à comment on pouvait s'outiller, nous, en interne, à l'Anvita, pour aider les élus locaux, mais plus largement pour porter un message d'accueil inconditionnel et de lutte contre les extrêmes droites. Donc, ça a commencé d'abord par un premier guide donc, qu'on a publié pour aider, outiller les porteurs de projets de solidarité sur les territoires et qui a amené donc au plan Mère accueillant, comme on disait. Donc, le plan Mère accueillant, c'était l'ambition de pouvoir lutter sans relâche contre les idées d'extrême droite, mais en même temps aussi d'arrêter d'être dans une posture défensive et d'être aussi en force de proposition sur un projet d'hospitalité, de solidarité, d'inclusion sur les territoires et de montrer que voilà, il y a d'autres discours qui sont possibles et que ça existe déjà et que ça vit sur les territoires. Pour ça, donc, on a défini 5 axes d'action avec le premier qui est celui qui nous réunit aujourd'hui. On a fait les rendez-vous des municipales où on s'est réunis tout au long de l'année 2000, enfin on a commencé fin 2024 et puis tout au long de l'année 2025. Ça a été du coup des temps pour mettre en valeur des projets d'enquête comme l'Humanité qui a enquêté sur Périclès et Pierre-Édouard Stérin. Il y a eu des temps davantage sur les questions de riposte en ligne et de lutte contre les attaques en ligne. Voilà, il y a eu pas mal de choses. La dernière en date, c'était un peu les ripostes au niveau national avec d'autres acteurs comme Victoire Populaire. Et puis aujourd'hui, voilà, on fait ce huitième-là puisque on savait qu'à peu près à 47, enfin je crois qu'on a 46, 47 jours des municipales, beaucoup d'associations mènent des plaidoyers locaux et on avait envie de pouvoir voilà, c'est un peu comme notre volonté de pouvoir mettre en lumière tout ce qui se fait comme recommandation, comme interpellation. Nous, on avait plutôt sur le plan mère accueillant, c'était une posture de soutien. Et puis là, lors de notre dernière assemblée générale, il a été voté qu'on puisse aussi mener une campagne pendant les municipales et qui soit en cohérence avec les campagnes voilà, de l'écosystème des acteurs sur les questions de migration et de défense des droits humains de manière générale. Donc, l'idée, c'était de voilà, présenter ce qu'on allait faire, nous, un petit peu aujourd'hui, mais c'est surtout, ça sera le 11 février. Et puis, donc, comme disait Nicolas, donner la parole et donc de cartographier tout ça. Et donc, on vous donne rendez-vous le 11 février prochain. Je vous mets les différents liens dans le chat. Donc, on a un webinaire de lancement le 11 février auquel on vous invite à s'inscrire. Ça sera à 11 heures. Et donc là, ça sera vraiment la présentation de notre stratégie et des outils qu'on a développés pour appuyer la stratégie. Donc ça sera la première chose. Ça sera donc le lancement officiel de aussi notre site internet, nouveau site internet, donc où il y aura une cartographie, où on viendra cartographier les listes accueillantes qui se seront engagées pour être des listes accueillantes, c'est-à-dire des listes qui, si elles sont, enfin, continueront ou leur adhésion à l'Anvita ou adhéreront à l'Anvita si elles sont élues. Donc voilà, on aura un peu tout ça. Cette cartographie, elle sera visible qu'à partir du 11 février. Donc, pour l'instant, les liens cliquables ne fonctionnent pas, mais ils fonctionneront. Le formulaire d'engagement pour les listes, donc ça, on vous invite à pouvoir les relayer. Merci Nicolas pour le flyer aussi. Voilà, donc ça sera l'idée d'avoir le plus d'engagement possible. Et puis pour cette stratégie de plaidoyer, on a 2 outils. Un qu'on a déjà présenté qui s'appelle le manuel pour un mandat accueillant, qui est vraiment un outil pour donner les billes à de nouvelles élus qui arrivent dans un mandat, quels sont les espaces à investir, quels sont les termes à utiliser, les chiffres à manier, toutes les vigilances qu'il y a à avoir sur les thématiques de droits humains, de migration, et un peu des retours d'expérience des 6 dernières années, de voilà, comment les élus se sont installés dans leur mandat, voilà, quel réseau ils ont investi, quelle façon ils ont fait de faire vivre la co-construction des politiques publiques sur leur territoire, etc. Donc c'est vraiment un manuel de comment on fait une politique accueillante. Et enfin, un dernier document qui va apparaître le 11 février, que notre collègue Lola présentera à ce moment-là. C'est le document de synthèse pour une France accueillante, 6 ans de recommandations pour agir localement. Donc, c'est depuis 2020, on collecte beaucoup de pratiques. On en a collecté plus de 2000 pratiques de villes accueillantes et de départements et de régions accueillantes. Et donc là, on fait une synthèse de tout ce qui peut être mené en termes de recommandations pour les futurs élus. Donc, le comment faire et le quoi faire. Voilà rapidement, et je repasse la parole à Nicolas et puis je vous donne rendez-vous au 11 février.
Merci beaucoup Léa. Rendez-vous est pris pour le 11 février, bien sûr. Maintenant, on va pouvoir passer aux interventions de nos intervenantes qui sont là avec nous ce matin pour présenter leur propre démarche de plaidoyer local. Juste pour préciser le dispositif qu'on essaye de mettre en place, c'est un test, hein, donc on espère que ça va bien fonctionner. L'idée, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'organisations, enfin en tout cas plusieurs qui vont présenter leur démarche et on va essayer en parallèle de tenir une prise de notes via un outil qui s'appelle Miro qui se présente un peu comme ceci. Ça permet de faire des notes en post-it et de représenter un peu les différentes campagnes qui sont présentées à partir d'un certain nombre d'éléments. Donc, on va essayer d'avoir comme ça à la fin un genre de panorama qui pourra voir quels sont les liens qui sont à construire entre ces différentes démarches et aussi quels sont les besoins auxquels chacun et chacune on peut essayer de répondre pour on va dire diffuser, dynamiser ces campagnes-là. Donc, on va pas le diffuser en continu, mais on va y revenir régulièrement tout au long de la réunion pour mettre en évidence, du coup, les éléments qui seront présentés par nos intervenantes. Et du coup, je vais pouvoir passer la parole à nos intervenantes pour qu'elles puissent nous présenter chacune les démarches qu'elles sont venues aujourd'hui présenter devant vous. À commencer par Morgane du CTC, du collectif pour la transition citoyenne. L'idée, c'est il y a du coup cette campagne Mérimi, comme je disais en introduction, qui a été lancée par le CTC. Voilà. Donc, l'idée, ça sera peut-être pour toi, Morgane, de nous présenter comment cette campagne a été lancée, quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'elle vise à produire, quelles sont les forces sur lesquelles elle s'appuie et éventuellement les besoins auxquels les personnes qui assistent à ce webinaire ce matin pourraient répondre. Je te laisse la parole, Morgane. Donc oui, je fais partie de l'équipe salariée du CTC et qui est en fait du coup un collectif d'organisation qui est non partisan et laïque, indépendant. Donc on regroupe plus de 34 mouvements qui sont tous engagés sur les enjeux de transition écologique, sociale et démocratique. Et l'idée, c'est de créer un espace et de porter des projets en commun pour justement mutualiser nos forces, nos ressources et les expertises qu'on peut retrouver dans toutes nos organisations. Qui a permis du coup de mobiliser plus de 300 collectifs et associations locales en France, y compris en Outre-mer. Et l'idée, c'était que les collectifs puissent aller voir leurs candidats et leur demander de s'engager sur ces 32 mesures, à minimum 10, sur lesquelles, en fait, derrière, il y aurait un suivi qui serait réalisé pour s'assurer que l'engagement n'était pas juste une lettre, une signature le jour J, mais bien un engagement réciproque à faire vivre la démocratie au travers de ce pacte. Et donc, sur ces 300 listes signataires, on en a eu plus de 300 qui ont remporté les élections et qui ont pu, du coup, mettre en œuvre ces mesures sur leur mandat. Et parmi les outils qu'on a mis en place pour accompagner les collectifs dans le suivi des engagements de leurs élus, on a mis en place un outil de suivi qui a permis de rédiger un rapport à mi-mandat que vous voyez ici et qui est disponible en ligne et qui permet de voir comment les élus ont pu avancer vis-à-vis de leur engagement sur le mandat 2020-2026, puisque depuis, en fait, l'outil continue d'être utilisé pour justement arriver là, en fin de mandat avec un nouveau bilan et voir comment ça a été pris en compte, ce pacte sur la mandature. Euh, et donc, l'enjeu qu'on a vu, c'était vraiment de comment on pouvait réadapter ce projet en perspective de 2026. Et donc, on arrive avec un nouveau projet qu'on a voulu avoir une approche beaucoup plus grand public, avec un nom, du coup, qui permet un jeu de mots sur Mérimi, un engagement pour la ville. Et donc, l'idée, c'est toujours d'avoir une campagne nationale qui est citoyenne et qui vise en premier lieu les habitants pour les inviter à vraiment à s'intéresser à la vie politique de leur commune et leur dire qu'ils sont légitimes pour s'engager, s'intéresser et partir de leurs préoccupations pour vraiment les transformer en revendications et du coup porter de nouveau un pacte auprès de leurs candidats.
Donc l'idée on s'adresse toujours aux habitants, c'est de dire que vraiment ils ont la capacité à partir à partir de leurs préoccupations, de transformer et de porter des propositions, de s'organiser collectivement, de rejoindre des associations locales détiennent une expertise et donc de pouvoir aller interpeller leurs candidats. Et de l'autre côté, il y a vraiment l'idée, c'est que ce soit un engagement réciproque. Et donc, ce qu'on demande aux élus, futurs élus, et là, en l'occurrence, candidats, c'est de s'engager justement à mettre en œuvre, d'abord à signer un pacte et à mettre en œuvre des mesures favorables à l'écologie, la justice sociale et la démocratie. Et donc, il y a vraiment un enjeu de prendre en compte, d'être à l'écoute des habitants et de prendre en compte leur avis dans la prise de décision qui peuvent être prises par la suite et les projets qu'on choisit de porter sur le territoire. À la différence de 2020, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer beaucoup plus sur un projet qui part des revendications et des enjeux de la commune pour former non pas un pacte qui serait du coup là de 32 mesures standards pour toutes les communes, mais de dire qu'en fait, vous avez des préoccupations qui sont spécifiques à votre commune, avec des enjeux qui sont propres aussi, en plus selon la taille, votre situation géographique, etc. Et donc, il y a un enjeu à porter un pacte qui soit adapté à votre territoire et donc non plus de 32 mesures, mais du coup, là, de dire que, en plus, vous êtes, je sais pas, par exemple, un groupe de 10 personnes et donc en capacité de suivre 12 propositions et donc de vraiment arriver à prioriser les propositions que vous voulez défendre auprès de vos élus, futurs élus. Donc, l'enjeu de ce projet, c'est vraiment de s'appuyer sur un réseau qui est quand même assez important, puisque là, on parle de non plus de 60 organisations, mais 80 organisations qui sont regroupées autour de ce projet. Et l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur leur réseau. Donc, partout en France, nos organisations ont des relais, des antennes, des groupes locaux. Par exemple, Attac, Alternativa, Oxfam ont des relais un peu partout en France. Et de s'appuyer, du coup, c'est un plaidoyer qui a été construit collectivement et qui s'appuie sur une expertise d'organisations qui ont toutes une approche, une connaissance de certains sujets, par exemple l'Anvita sur les enjeux d'accueil inconditionnel, mais aussi tout à l'heure, on aura Éléonore qui nous parlera des enjeux de logement. On a vraiment fait un travail d'appropriation des plaidoyers, des enjeux qu'on peut retrouver dans les communes pour formuler des propositions concrètes grâce à l'expertise et au retour d'expérience positive que peuvent avoir nos partenaires sur quantité d'enjeux différents et qui portent vraiment sur les préoccupations citoyennes, que ce soit le pouvoir d'achat, la santé, bien sûr l'environnement qui reste une préoccupation majeure pour les habitants dans toutes les communes. Nombre de sondages continuent de le montrer en dépit d'un backlash dont on parle dans les médias. Euh, et donc, aujourd'hui, ce plaidoyer permet de retrouver 50 propositions inspirantes, concrètes, qui portent vraiment sur des enjeux essentiels comme le logement, le transport et l'accueil dans nos communes. Point important, c'est une initiative qui est apartisane. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit ouverte à tout le monde et que chacun et chacune puisse vraiment se sentir légitime de s'impliquer, de s'engager dans la vie politique de sa commune. Et en fait, comme le montre le flyer que j'ai illustré, il s'est montré que en fait, la politique qui est quand même décriée beaucoup par rapport en fait à une démocratie qui est dysfonctionnelle, car très verticale, et bon, on ne reviendra pas sur toutes les critiques qu'on peut lui faire, mais en fait, c'est aussi la politique, c'est aussi le pouvoir le pouvoir décider de ce qui se passe dans sa commune. Et donc, en tant qu'habitant, on est légitime de pouvoir s'impliquer et de décider de ce qu'on aimerait pour son territoire. Et du coup, en soi, c'est une démarche qui est politique, puisqu'elle permet effectivement de montrer que tout ce qui nous touche au quotidien, que ce soit sur les transports, le logement, la santé, et qui en fait sont à la croisée des enjeux d'écologie, de solidarité et de démocratie, sont vraiment. C'est un projet politique et sur lequel en fait les habitants ont une place à avoir et à prendre dans les décisions qui sont prises. Euh, du coup, comment s'engager? L'invitation, c'est vraiment que en tant qu'habitant ou que si vous êtes déjà une association ou un collectif, c'est du coup de s'emparer de
de Mérimée pour porter vos préoccupations et découvrir les propositions qui vous semblent pertinentes pour votre commune. Et donc l'idée, en fait, c'est aussi de retrouver, du coup, de faire les jonctions entre différentes personnes. Chacun va avoir sa porte d'entrée. Donc là, en l'occurrence, ça peut être effectivement le logement ou l'accueil inconditionnel, et de dire, en fait, portons ensemble collectivement ce plaidoyer, on aura plus de force ensemble. Et donc d'inviter aussi d'autres habitants à faire de même. Et on a mis en place différents outils comme des affiches et des flyers pour le faire. Et l'idée, c'est vraiment de créer des interorgas au niveau local dans les territoires. Donc, par exemple, à Rennes, on a un collectif qui est composé d'Alternatives à Attaque, Agrobio, France Nature Environnement, etc. Et donc de regrouper Oxfam aussi. Et donc de regrouper vraiment à chaque fois les différentes expertises et expériences de chacun pour construire un plaidoyer beaucoup plus solide et avec plus de force qu'on va porter auprès des élus. Candidats en l'occurrence toujours. Et donc, côté candidat, la demande qui est faite, c'est vraiment d'être à l'écoute des habitants et de cette démarche, et même de les encourager à faire, s'emparer de ce genre d'outils qui permet en fait de faire vivre la démocratie et de redonner du sens dans un contexte en plus qui est quand même très morose et à se demander où est-ce qu'on peut avoir encore la main. Donc vraiment, c'est aussi, du coup, ne pas hésiter à, quand on voit ce genre de démarche se déployer sur sa commune, de pouvoir s'engager sur un tel pacte et de jouer le jeu de ce pacte dans sa commune. Un autre point important, c'est par rapport justement à ce backlash dont je mentionnais au niveau politico-médiatique, c'est ne pas hésiter à prendre la parole sur l'importance et l'impact positif des mesures écologiques, solidaires et démocratiques qui permettent en fait finalement d'améliorer la qualité de vie des habitants et de répondre aux enjeux de notre société. Juste pour info, la campagne est lancée déjà depuis quelques mois. Et donc là, on est vraiment dans la phase où tous les collectifs sont en train de créer leur pacte et commencent à interpeller les listes candidates. Donc soyez à l'écoute. En termes d'outils, donc, je vous en ai parlé, on a la plateforme merimi.org qui permet du coup à chaque fois d'indiquer son code postal et de préciser quelles sont les préoccupations et les propositions qu'on souhaiterait mettre en œuvre, voire advenir sur sa commune. On peut redécouvrir du coup toutes les solutions qui ont été du coup portées avec nos partenaires. Il y a un outil qui permet la mise en lien aussi des habitants et des associations avec des groupes WhatsApp qui sont organisés par département. Et après, il y a vraiment des outils qui sont déployés pour les collectifs et les associations avec notamment un guide de campagne, des affiches et des flyers qui peuvent être commandés gratuitement. Un outil vraiment qui permet d'accompagner à la construction de son pacte avec un modèle et des instructions, etc. Parce qu'effectivement, c'est quand même moins évident à mettre en place que ce qu'on avait en 2020 qui permettait juste de retrouver les 32 mesures déjà fabriquées et hop, à faire signer. Donc là, il y a un petit travail amont à proposer, à faire et donc qu'on accompagne. Et pour faciliter la mise en lien de tout le monde, on a du coup une cartographie qui est disponible sur Transiscope où on peut retrouver aussi quantité d'alternatives, d'initiatives et donc de voir qu'il y a des associations qu'on peut mobiliser près de chez nous pour les inviter à rejoindre la démarche. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. À Mais voilà, poil, mais en j'ai vrai, c'est bien pas si grave rayonné. parce que je pense que c'était important de présenter en détail quand même votre démarche. C'est peut-être une démarche qui quand même bah, commence à avoir un développement assez long, quoi. Ça s'est développé sur tout le long de l'année 2025. À titre d'info, Landvita, nous, on avait participé dans un brief citoyen qui s'intitule Faire de l'espace public un lieu accueillant pour toutes et tous avec Modus Operandi, qui est présent ici aussi, Oxfam, Coalition Eau. Du coup, ça permet de brosser quand même un certain nombre, enfin beaucoup de thématiques. C'est quand même très très riche, donc assez intéressant de ce point de vue-là. Et alors, juste, j'en profite, il y a une question à la volée dans le chat. Est-ce que la LDH fait partie des partenaires, Morgan? Non, on les avait comme partenaires en 2020, mais effectivement, après, il y a un renouvellement qui se fait. Donc, d'autres partenaires sont arrivés en 2026. D'autres étaient pris par d'autres enjeux et urgences. Donc, n'a pas eu la chance de les avoir cette fois-ci. Ça marche. Toutes les infos sont à retrouver sur merimi.org. On aura l'occasion d'en rediscuter s'il y a d'autres questions. Je passe tout de suite la parole à Éléonore pour présenter la démarche du collectif des associations pour le logement dans le cadre de ces municipales et si possible en essayant de tenir le timing. Merci beaucoup.
Ouais, pas de souci, je vais essayer de tenir le timing. Merci beaucoup pour l'invitation. Un mot rapide déjà sur le collectif donc des associations pour le logement. Donc, c'est un collectif qui réunit 40 associations aujourd'hui qui luttent contre le mal logement, entre autres choses pour certaines. Il y en a notamment plusieurs qui sont présentes ici, notamment l'ANVITA. Et donc, à l'occasion des élections municipales, on va publier donc dans le mois de février, le 18 février, un document de plaidoyer donc à destination de tout le monde, mais principalement à destination donc des candidats candidates aux élections municipales, puisqu'on considère que les maires, ils ont des compétences importantes en matière de logement, ils ont des marges de manœuvre également pour mener une politique du logement ambitieuse dans leur ville. Et ce qu'on souhaite aussi lors de ces élections municipales, c'est vraiment mettre le logement au cœur de la campagne. On l'a vu, enfin, on le sait, le logement, c'est la préoccupation principale des Français et Françaises. On l'a vu également à New York avec l'élection de Zoran Mamdani. Le logement, c'est également un vecteur de mobilisation important. C'est un moyen de ramener toute une partie de la population au vote. Et donc, on pense que c'est vraiment important que le logement soit au cœur donc, de cette campagne et du débat. Donc, c'est un peu notre ambition avec ce document de plaidoyer, c'est de dire que le droit au logement, le droit à un logement digne, c'est un droit qui est absolument essentiel et c'est lui qui permet aussi d'accéder à tous les autres droits comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi également. Et de dire donc au niveau des communes et des intercommunalités aussi, c'est possible d'agir pour garantir un toit à chacun et chacune. Et donc, dans ce document de plaidoyer, donc, qui est le fruit du travail de nos 40 associations, on présente 10 grands axes de politique publique à mener, en s'appuyant aussi sur des exemples qui existent aujourd'hui, qui sont mis en place dans certaines villes. Donc, il y a à la fois des positions qu'on porte et on espère que les maires vont s'en saisir, mais il y a aussi des positions qui sont déjà mises en place par certaines, et donc c'est important de pouvoir les visibiliser aussi dans un plaidoyer pour que ce soit répliqué à plus grande échelle. Euh, donc, je ne vais pas vous citer toutes les mesures parce que sinon ça risque d'être un petit peu long, mais pour vous citer déjà quelques-unes. Premièrement, dans notre plaidoyer, on défend l'idée d'agir pour garantir les droits des personnes sans domicile, évidemment, que ce soit en mobilisant les logements vacants, en accompagnant les ménages à la rue, sortant d'institutions ou menacés d'expulsion, ou encore en menant une politique de résorption des bidonvilles. Deuxièmement, les maires peuvent et doivent produire plus de logements sociaux et surtout des logements très sociaux, en assurant notamment une attribution sans discrimination. Ça, c'est un point qui est important, notamment dans la campagne qu'on a en ce moment, avec une priorité pour l'attribution aux personnes sans domicile. Troisièmement, les maires peuvent défendre et renforcer l'encadrement des loyers. Ça, c'est un sujet sur lequel le collectif est particulièrement mobilisé puisque l'encadrement des loyers risque de disparaître donc en novembre 2026. Donc à la fois, les candidats peuvent s'engager à pérenniser l'encadrement des loyers et à le soutenir, mais aussi peuvent veiller à mieux contrôler, mieux sanctionner les contournements. C'est un point qui est important. C'est également possible de réguler à l'échelle de la commune les meublés touristiques et les résidences secondaires, notamment avec l'augmentation de la taxation sur les résidences secondaires ou encore en limitant, voire en interdisant la construction de nouvelles résidences secondaires. Et cinquièmement, c'est également possible de lutter notamment contre l'habitat indigne, contre la précarité énergétique, en mettant en place des mesures, par exemple, comme le permis de louer, ou en proposant une aide complémentaire au paiement des factures d'énergie. Et puis évidemment, c'est possible de garantir un accueil digne et inconditionnel aux personnes exilées. Et ça passe par un certain nombre de mesures comme la mise à l'abri, l'accès à l'hébergement d'urgence inconditionnel, alors qu'on voit que ce droit-là, justement, le droit à l'hébergement d'urgence est de plus en plus attaqué. C'est également garantir un accès aux soins, à la santé, un accès aux droits, un accès donc au soutien, à un soutien administratif et juridique, ou encore la participation à la citoyenneté locale. Et ces éléments-là sur l'accueil justement des personnes exilées, c'est important pour nous de lui accorder une grande place dans notre plaidoyer, puisqu'on sait qu'on est dans un moment où il y a des discours de haine, des discours de division qui s'affirment et qui prennent beaucoup de place dans le débat public. Et là-dessus, les collectivités ont un rôle à jouer et peuvent véritablement mener des politiques publiques en ce sens au niveau
local. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir bien le dire aux candidats et candidates qu'on rencontre et également après de faire de la formation auprès des élus qui seront donc élus le 22 mars. Pour nous, donc je le disais, il est vraiment indispensable que le logement donc, soit au cœur de la campagne des élections municipales et que les candidats donc, s'engagent clairement sur les mesures que l'on porte. C'est l'objet de ce plaidoyer. Euh, et également, un point peut-être sur lequel on peut appeler à votre mobilisation et votre soutien, c'est sur le recensement, on va dire, aujourd'hui des programmes d'extrême droite, des mesures qui sont portées, qui sont des mesures attentatoires, notamment aux droits des personnes, qui sont des mesures discriminantes. On a déjà fait tout un travail pour voir un petit peu le bilan des mairies RN ces 6 dernières années, notamment en matière de logement, en matière d'accueil. Et donc là, tout l'objet aussi de ces 2 prochains mois, un petit peu moins, mais 2 prochains mois, ça va être pour nous de repérer les mesures qui existent dans les programmes pour pouvoir aussi les dénoncer, pour pouvoir donc lutter contre la propagation de ces idées d'extrême droite. Et donc voilà, n'hésitez pas à contribuer si vous le souhaitez, parce qu'on a vu ces 6 dernières années, les politiques d'extrême droite, ça a augmenté, ça a participé à augmenter les expulsions locatives, à discriminer les voyageurs et voyageuses ou encore les personnes exilées. Donc voilà, n'hésitez pas à nourrir ce travail de veille et aussi à partager du coup notre plaidoyer lorsqu'il sortira avec plusieurs contenus qui sont déjà prévus. Merci. Merci beaucoup, Éléonore. Euh, on va pouvoir enchaîner ensuite avec Alix pour France Terre d'Asile. Merci beaucoup, Nicolas. Déjà, juste pour vous redire un peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas France Terre d'Asile, donc notre action sur le terrain, elle a lieu au travers d'une centaine d'établissements qui sont répartis sur une grande partie du territoire. Et on est un organisme de délégation de mission de service public, donc ça veut dire que ces établissements sont beaucoup des établissements du dispositif national d'accueil pour demandeurs d'asile et bénéficiaires d'une protection internationale, et des établissements d'accompagnement des mineurs isolés étrangers. Je vous présente mon écran pour le reste. Hop, début, tant qu'à faire. Voilà. Donc, le contexte politique de nos communes d'implantation, on a pu comparer avec donc, la cartographie qui a été faite par Street Press, c'est qu'aujourd'hui, on a 0 communes qui sont à l'extrême droite, une dizaine à risque de bascule quand même. Mais comme on le disait avant, on est quand même dans un contexte, on constate un contexte général de banalisation des idées de racisme et de xénophobie. Notre objectif pendant ces municipales, vraiment, c'était les rencontres avec les candidats et candidates aux municipales, puis avec les nouvelles élus quand ils seront en place, pour identifier des actions d'intégration à l'initiative de la mairie, bien sûr, et porter à l'attention des listes les problématiques observées par les équipes de terrain, et aussi pour présenter notre action factuellement, parce qu'on sait que dans des moments électoraux comme ça, il peut y avoir de la désinformation, il peut y avoir des polémiques qui sont initiées pour désinformer sur des actions de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par exemple. Donc, on voudrait aussi être là pour réexpliquer ce qu'on fait, voilà, qu'on accompagne des personnes qui veulent être hébergées, qui veulent travailler, qui veulent vivre sereinement dans la commune, et que notre travail, c'est de les accompagner. Et on y voit aussi vraiment une opportunité pour faciliter nos actions de sensibilisation du grand public, puisque, comme on disait, on est dans un contexte où c'est important de continuer à parler de l'accueil et de l'accueil inconditionnel des personnes exilées dans les communes. Pour ça, on voulait s'appuyer sur une dynamique interassociative. Et donc, on publie un document de recommandation pour l'accueil des personnes exilées avec les organisations qui sont là. Donc, c'est l'ANVITA, JRS France, le Secours catholique, le CCFD et Modus Operandi. Alors, pourquoi celle-ci et pourquoi
pourquoi pas d'autres? Parce que, d'une part, donc, il y a des organisations qui ont, comme nous, la spécialisation auprès des personnes exilées, ou pour lesquelles c'est vraiment important dans leur action. Je pense au Secours catholique et au CCFD. Et c'est aussi des organisations qui ont, pour ces trois-là, une implantation territoriale qui est similaire, ou en tout cas qui se recoupe avec la nôtre. Et donc, ça nous permet que les équipes de terrain, des antennes locales, puissent se mettre en lien pour organiser des rendez-vous avec les candidats ensemble. Donc, comme c'était vraiment ça notre objectif, c'est pour ça qu'on a choisi de porter ce projet avec ces organisations. Les recommandations, donc je ne vais pas du tout les détailler, mais la première, elle concerne l'accès aux droits de toutes et tous à l'échelle locale. Donc, c'est des choses qu'on connaît, hein, domiciliation, l'aide sociale, l'orientation, etc. Ce sur quoi on insiste aussi, c'est que c'est des mesures qui concernent les personnes exilées, bien sûr, mais aussi l'ensemble de la population. Et en fait, ça concerne l'accès aux services publics de proximité pour tout le monde. Dans la suite des recommandations, on a la garantie d'un hébergement et d'un logement digne à tous. On ne va pas y revenir, Éléonore en a déjà parlé. L'accès à l'emploi de tous et toutes et le fait de lever les freins périphériques à l'emploi et à l'intégration, ça, c'est vraiment une compétence des mairies qui est intéressante pour faciliter l'intégration des personnes. Et ce sur quoi on voulait insister aussi, c'était le fait de favoriser l'inclusion sociale des personnes exilées, donc le fait d'ouvrir les structures de services publics de proximité, même les structures de vie sociale en fait aux personnes exilées, et de lutter contre les discours de rejet de l'autre. Parce que voilà, on est dans un contexte où ces idées se banalisent, où ces discours sont de plus en plus présents, et les maires ont un pouvoir pour se positionner au contraire à l'encontre de ces discours et promouvoir une vision positive de l'accueil des personnes exilées. On avait aussi identifié la capacité de faciliter la coordination des différentes institutions liées à l'accueil des personnes exilées et soutenir les associations. Et enfin, on a des recommandations qui sont vraiment spécifiques à des publics, donc les personnes sans domicile, les mineurs exilés et les femmes exilées. Je reviens sur l'inclusion sociale parce que voilà, nous, c'était vraiment le côté positionnement des maires sur lequel on voulait insister. Et donc, voilà, on parlait de l'accès aux droits, l'accès aux services municipaux, l'ouverture des lieux de vie municipaux et aussi et surtout de favoriser la rencontre au-delà des premiers cercles de connaissances, donc au travers des associations, des lieux de loisirs, de syndicats, des activités de mentorat ou de parrainage entre les personnes exilées et les personnes qui habitent depuis plus longtemps dans la commune. Parce que justement, dans un contexte de banalisation de ces idées, le fait de rencontrer des personnes exilées, c'est ce qui permet aussi de lutter contre et de faire en sorte que la cohésion sociale à l'échelle locale puisse être renforcée. Et enfin, donc les discours, la lutte contre les discours de rejet de l'autre, comme je le disais, ça passe aussi par la sensibilisation de la population locale, y compris dans les écoles, les collèges, les lycées, lutter contre la désinformation et les discours de mise en concurrence des personnes précaires, et relayer en fait aussi tous ces outils de lutte contre la désinformation qui remettent le débat dans les faits et la réalité. Et voilà, la vision positive de l'accueil, c'est vraiment ce qui nous semble aussi important dans le contexte dans lequel on est, et c'est ce qu'on va porter comme recommandation auprès des candidats et candidates. Le document, il est là. De toute façon, on vous le remettra dans le chat, hein, mais voilà, il est disponible sur notre site internet. Et juste une dernière chose, si vous voulez nous soutenir, c'est de suivre aussi la page dédiée qu'on a faite sur notre site internet. Parce que voilà, le document, on n'a pas encore fait la communication grand public, ce sera le 3 février, mardi, mais il y a déjà une page sur notre site internet dédiée au municipal où on relaie l'ensemble de nos communications et de nos documents dans ce cadre-là que vous pouvez suivre et relayer. Merci. Merci beaucoup, Alix, pour cette présentation. Effectivement, le document est déjà dans le chat, donc n'hésitez pas à le télécharger et à le diffuser autour de vous, bien sûr. Je laisse la parole, du coup, à notre dernière intervenante avant de pouvoir ouvrir à l'ensemble des participants ces discussions. Et du coup, c'est Lison pour le MODOP. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pareil, moi, je suis un petit peu enrhumée, donc j'aurai une petite voix. Peut-être juste pour présenter Modus Operandi, qui est une petite association grenobloise.
C'est une association d'action recherche qui travaille depuis plusieurs années avec des acteurs locaux de terrain à travers différents programmes et notamment celui de penser collectivement aux conditions d'une société d'accueil. Et on fait à travers une approche un peu particulière qui est celle de la transformation de conflits en nommant et en appréhendant les différentes dimensions d'un conflit pour mieux l'appréhender et construire des solutions, et notamment à travers celui de l'accueil qui continue de faire conflit dans la société. Léa, on a parlé tout à l'heure, les manifestations un peu express qu'on a pu voir dans les médias, des violences à Saint-Brévin-les-Pins ou à Callac, mais aussi des manifestations constantes, l'hostilité de l'opinion publique, la mise en concurrence des publics qui se parsèment dans les différents discours. Voilà, donc nous, on produit des analyses sur ça avec, c'est de l'action, c'est de la recherche participative, donc avec les acteurs de terrain. Et c'est donc à travers cette expérience qu'on a lancé, on s'est saisi du calendrier électoral des municipales pour entreprendre la rédaction collective d'un plaidoyer pour l'accueil. Et ce plaidoyer-là, il part du coup du terrain avec des collectifs citoyens, des associations qui font cet accueil-là au quotidien. Donc il y avait donc ça c'était en mars dernier. On a invité une série de collectifs plutôt de la région grenobloise qui font de l'accueil citoyen de personnes en demande d'asile, beaucoup des associations locales et nationales aussi, puisqu'il y avait des organisations, il y avait l'Anvita, il y avait un réseau d'hospitalité qui est du côté de Marseille. Voilà, donc plusieurs organisations, on était une centaine de personnes et notre proposition, c'était de rédiger collectivement ce plaidoyer avec chacun son point de vue, ses modalités d'action et de faire remonter un peu nos constats communs sur lesquels on allait appuyer une série de propositions d'action. Donc ces organisations qui se sont engagées dans ce plaidoyer, elles ont partagé un certain nombre de constats que vous partagez probablement sur le fait que les politiques nationales et européennes organisent un tri de personnes, qu'elles prennent la forme d'une gestion sécuritaire des migrations ces dernières années, qui est toujours guidée par la peur et qui est fondée sur l'idée que la migration est toujours une menace, et puis qui se décline concrètement dans l'organisation d'un non-accueil, des sous-dimensionnements dans les dispositifs d'accueil, et donc les collectivités territoriales qui se retrouvent à pallier ces défaillances-là et à, et à devoir agir face au renoncement de l'État. Du coup, ce travail collectif, on a essayé de rassembler un message clair et qui est assez fort. Celles et ceux qui l'ont parcouru se sont retrouvés aussi, qui n'avaient pas forcément participé à l'élaboration, se sont retrouvés dans ces valeurs qui sont défendues, qui s'ancrent du coup dans l'accueil inconditionnel, avec le leitmotiv d'avoir un égal accès aux droits et à l'autonomie de vivre dignement. Et donc ça va de pair avec l'accès aux droits économiques et sociaux, c'est-à-dire avec le logement, comme le disait Éléonore, comme un droit clé pour déclencher tous les autres, mais aussi de défendre l'égalité politique en refusant la stigmatisation et en renforçant la participation politique à égalité et en reconnaissant une forme de citoyenneté locale. Alors je peux vous partager la page sur laquelle on peut retrouver dans le détail ce plaidoyer. Tac, si... Je viens de l'envoyer. Ouais, bah voilà. Euh, et donc voilà, ça, c'est les valeurs qu'on a décidé de mettre en avant et qui, du coup, donnent lieu concrètement à une série de propositions d'action qui sont partagées dans ce plaidoyer, mais qui sont aussi, du coup, dans différents outils des partenaires, puisque c'était aussi important pour nous de faire front commun dans le contexte actuel. Donc, ça a aussi inspiré les recommandations de France Terre d'Asile. C'est aussi présent. On a contribué aux fiches de Mérimée sur l'accueil et sur l'espace public accueillant. Et surtout, ça repose sur l'argument important qu'on partage aussi ici, c'est-à-dire de se dire que les collectivités locales ont un rôle à jouer. Nous, on parle d'autosaisissement des collectivités territoriales, qu'elles ont des marges de manœuvre et que ces marges de manœuvre, elles ont un intérêt, notamment d'intérêt général de cohésion sociale, c'est ce que mettait en avant aussi Alix, dans le fait de renforcer aussi nos services publics
d'avoir une qualité et un égal accès pour toutes les personnes sur nos territoires. En termes de mobilisation, donc on a relayé ce plaidoyer dans plusieurs réseaux qui continuent de se diffuser un peu partout là où il est utile pour les comités locaux et pour les militants, qui les intègrent avec des candidats aussi qui intègrent certaines propositions dans leur programme de campagne. Donc il est toujours en cours si les programmes de campagne ne sont pas déjà finis. Et il y a plusieurs outils de portage qui sont aussi à disposition pour pouvoir se réapproprier ce plaidoyer. Donc il y a certaines fiches qui sont là pour approfondir certains sujets. Donc nous, on a travaillé sur la citoyenneté de résidence, sur comment déjouer la mise en concurrence des publics dans la question du discours. Il y a une fiche spécifique sur l'accueil local inconditionnel en zone rurale, un peu les moyens et les outils sur lesquels on peut trouver des marges de manœuvre pour accueillir malgré l'austérité budgétaire et voilà, le manque de moyens général. Et puis toute la déconstruction des idées un peu préconçues, immigration, insécurité, aide sociale, etc. Et on a aussi un schéma en appui sur le panorama des compétences des collectivités locales pour l'accueil, avec qui reprend un peu toutes les thématiques logement, action sociale, avec des idées très concrètes pour voilà, faire de l'accueil au quotidien. Donc ces outils, vous pouvez les retrouver sur le site de Modop et puis sur les sites des partenaires. Il y a un guide qui a été réalisé aussi commun avec le CCFD Terre Solidaire qui permet de s'outiller dans les différentes phases de la campagne, qui est aussi présent du coup sur le site. Et aujourd'hui, ce plaidoyer, on le propose pour continuer de gagner un peu de l'espace public sur cette question, même si c'est pas gagné. On propose une version raccourcie de ce plaidoyer, un peu en mode tribune, pour le porter et le diffuser localement sur vos territoires dans la presse. Donc, si vous êtes intéressé, il est possible aussi de nous contacter et de vous envoyer ce texte. Il est déjà soutenu et signé par une cinquantaine d'organisations nationales et locales. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce plaidoyer. N'hésitez pas après s'il y a des questions. Merci beaucoup. Lisons, effectivement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Merci en tout cas à nos quatre intervenantes pour la présentation en détail un peu de leur démarche. Je fais un petit point sur notre prise de notes qui commence à avancer un petit peu, qui commence à se détailler un petit peu, où on voit du coup se dessiner les différentes démarches qui ont été présentées ce matin. Modop, France d'Asile, CAL, CTC. Du coup, c'est en cours de construction, hein. Il y aura des éléments à rajouter. On a mis aussi identifié des dates clés, des outils qui vont être à disposition ensuite des personnes qui ont assisté à ce webinaire pour pouvoir s'en saisir et puis elles-mêmes porter ces démarches-là. Donc, on va continuer à remplir ce document en même temps que l'on parle. L'idée maintenant, ça va être de ouvrir la discussion désormais. Donc, je vais passer en mode galerie pour que éventuellement d'autres organisations qui seraient présentes dans dans ce webinaire puissent nous présenter leur propre démarche en l'espace de 2-3 minutes vraiment de manière succincte pour que tout le monde ait le temps, l'occasion de présenter. Je vois qu'il y a déjà Oxfam Baptiste présent, Adèle de la FAPIL, je crois avoir identifié aussi Estelle de Rome Europe, David effectivement de la CIMAD. Voilà, donc on va faire un premier jet comme ça, et puis il y avait aussi Sylvie des Amoureux Olympiques. Voilà, bah, tout le monde est là, super. Donc on va faire comme ça. Donc je passe la parole d'abord à Baptiste, puis à Adèle, puis à David, puis à Sylvie, puis à Estelle, et après éventuellement, s'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas. Et pareil, n'hésitez pas aussi à vous saisir du chat pour poser des questions aux différents intervenants et intervenantes, et pour qu'ils puissent y répondre. Donc Baptiste, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bah, écoutez, donc Baptiste Oxfam. Alors nous, en trois mots, on a lancé une grande campagne mardi dernier qui s'appelle Reprenons les clés de nos villes. Voilà, ça consiste en fait à activer le bon sens citoyen sur tout le territoire français, outre-mer compris.
Et à ce titre, on va sortir 3 rapports. Un premier rapport qui s'appelle Pour des villes solidaires, un deuxième qui s'appelle Pour des villes résilientes, c'est en matière de changement climatique, et un troisième qui s'intitule Pour des villes féministes. Le premier pour des villes solidaires, dont je me suis occupé personnellement, sortira le 5 février prochain, la semaine prochaine. On a déjà fait une conférence de presse large sur les 3 rapports, mais donc on va continuer là-dessus. On a eu des gens très intéressés, Gazette des maires, etc., de la presse nationale et évidemment de la PQR. C'était notre objectif. Pour vous dire que dans ce premier rapport qui recense 55 bonnes pratiques à travers tout le territoire, 30 départements, 15 régions, on parle logement, on parle alimentation, on parle santé, on parle grande précarité, regard sur l'immigration, tarification sociale, accès aux droits, coopération décentralisée. Bref, on essaie de balayer un petit peu tout ce que les villes peuvent actionner, même si c'est pas tout à fait leur périmètre, et quelles sont les bonnes pratiques. Pour une fois, pour Oxfam, on n'est pas très habitué, ce n'est pas un rapport ce ne sont pas des rapports à charge, mais au contraire, pour faire envie aux candidats, candidates, futurs élus, de faire des choses bien. Et donc pour cela, on active nos 19 groupes locaux qui sont d'ores et déjà, en fait, depuis octobre dernier, sont allés faire du plaidoyer local dans leur mairie ou dans les mairies autour et qui nous ont fait remonter aussi des bonnes pratiques. Là-dedans, l'ANVITA, nos services publics, l'UNICEF nous ont fait aussi des apports et des retours sur nos différents rapports. Le deuxième rapport pour des villes résilientes sortira le 17 février et pour des villes féministes juste avant le 8 mars, le 3 mars. Et donc, comment ça va se passer derrière et comment on peut s'engager? Eh bien, évidemment, en allant voir ce qui se passe sur le terrain avec nos groupes locaux. Pour ça, on a mis en place une appli qui est téléchargeable sur tous les bons fournisseurs qui s'appelle Oxfam Action. Sur lesquels voilà, on peut aller voir tout ce qui se passe dans les GL, comme on dit, dans les groupes locaux et toutes les propositions du siège aussi. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, inscrivez-vous, allez faire des actions avec nous, c'est super sympa, mais surtout, vous pouvez diffuser, ça c'est super. Et donc, il y a des choses qui vont s'organiser dans les différentes villes en fonction de l'appétence en fait, de chaque groupe local. Des stunts, c'est-à-dire grosso modo des actions un peu coup de poing, mais sans désobéissance civile, là où ça gratte un peu, typiquement les villes d'extrême droite par exemple, et éventuellement des grands oraux qui sont en train de se monter, donc je n'ai pas encore de cartographie. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin, et évidemment là-dedans, on a sur chaque rapport une dizaine de recommandations phares. Merci. Merci beaucoup, Baptiste. Très succinct. Toutes les infos, bien sûr, à retrouver sur oxfamfrance.org. Et bien sûr, on attend avec impatience la sortie des rapports. Du coup, je passe la parole à Adèle pour la FAPIL. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis de la FAPIL, donc c'est une fédération d'associations qui lutte contre le mal logement en France. Donc, c'est environ 140 structures en France. Et donc, sur la thématique du logement et particulièrement du logement d'insertion, et à travers 3 types de métiers. Donc, il y a l'accompagnement social des ménages pour accéder à un logement, pour s'approprier le logement et pour s'y maintenir, donc lutter contre les expulsions locatives. Il y a la construction et la réhabilitation de logements sociaux, donc ça c'est tout ce qui est maîtrise d'ouvrage d'insertion, et le développement du parc privé à vocation sociale via l'intermédiation locative. Donc convaincre des propriétaires privés pour qu'ils louent moins cher que les prix du marché globalement. Et donc, pour les municipales, on a fait 2 documents à partir de ces 3 métiers. Donc, un document avec des préconisations très concrètes et opérationnelles sur ce que les maires et intercommunalités peuvent mettre en place pour développer le logement abordable sur leur territoire. Et un livret un petit peu plus communicant qui explique ce que c'est le logement d'insertion déjà, qui donne la parole à des maires engagés qui ont pu travailler avec nos structures. Et puis voilà, globalement. Et donc je mettrai les liens dans le chat. Et merci beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup, Adèle.
Je passe ensuite la parole à David pour la CIMAD. Ok, bonjour à tous et à tous. Donc la CIMAD, effectivement, association qui depuis bientôt 90 ans défend les droits et la dignité des personnes étrangères. On se mobilise sans surprise, comme malheureusement à chaque séquence électorale, sur pour la défense des droits et de la dignité des personnes étrangères. Et c'est un combat qui s'inscrit pour nous vraiment dans une campagne beaucoup plus large qui est la lutte contre les idées, contre les extrêmes droites, leurs idées, leurs pratiques. Et là, spécifiquement dans les cadres de la municipale, sur la défense, la promotion de politiques accueillantes. Donc, en fait, tout ce qui a été présenté précédemment, on suit de très près les mobilisations collectives qui sont en cours. Nous, au niveau de la CIMAD, on invite, alors la CIMAD, c'est 13 régions, 98 groupes locaux, sur toute la France, hexagonale et ultramarine. Et nous, on invite notre réseau à se mobiliser dans la perspective des municipales pour à la fois interpeller les élus et également pour sensibiliser les électeurs et les électrices aux impacts que peuvent avoir le passage sous administration d'extrême droite de leur collectivité. Pour ce faire, donc nous, ce qu'on a fait, c'est que donc on organise régulièrement des temps avec notre réseau pour les tenir informés de ce qui se prépare et on les nourrit avec des ressources. Donc les ressources, elles sont à la fois internes de notre côté. Donc ça, on a diffusé une fiche sur les questions à se poser quand on veut s'engager dans cette campagne sur les municipales. On a remis à jour nos positions politiques un peu générales sur les droits des personnes étrangères, l'accès à leurs droits, à la dignité. Et on a aussi rédigé des contre-argumentaires sur les idées fréquemment qui circulent dans l'espace public sur ces étrangers qui profitent de tout ou qui vont nous grand remplacer, enfin, etc. Donc des contre-argumentaires sur les fake news économiques, démographiques, identitaires, sécuritaires, parce que grosso modo, nous, la démarche, c'est que nos groupes locaux se mobilisent en fonction des enjeux de leur territoire, parce que selon les collectivités, les enjeux sont pas les mêmes. Il y a des enjeux de bascule, il y a des enjeux de contre-argumenter par rapport à ce qui circule sans forcément avoir un risque de bascule. Ça dépend des villes. Donc l'idée, et chaque groupe va pouvoir mener ses propres actions. Donc l'idée, c'est certains vont faire du tractage, par exemple. Bah, il faut qu'ils puissent répondre à certaines choses qu'on va leur dire, de personnes mal intentionnées ou même bien intentionnées, mais répétant des messages qui sont destructeurs. Donc on a fait ce travail-là, et ensuite, donc ça, c'est le côté interne. Et évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on promeut beaucoup les dynamiques collectives de l'Envita, du MODOP, de Mérimi. Enfin, on fait circuler un peu tout ce qui se pratique pour que nos groupes puissent s'approprier aussi les discours, les propositions, les argumentaires, les outils qui circulent, et on continuera avec tout ce que vous avez mis à disposition depuis le début de ce webinaire. Donc on fait circuler dans nos 98 groupes locaux. Voilà. Merci beaucoup, David. Et il y a une question qui demande où est-ce qu'on trouve ce document contre-argumentaire dans le chat, si tu peux y répondre. Je donne la parole tout de suite à Sylvie pour Je les réponds dans le aménagements chat. publics. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous et toutes. Je suis contente d'être là avec vous et merci à l'Invita pour organiser ce moment partagé. Nous, les aménagements publics, on a agi plutôt du terrain vers l'organisation nationale. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on avait, il y a 6 ans, rencontré les listes municipales. Et on avait pu garder un bon contact avec la liste qui a été élue. Et de cette manière-là, on a compris qu'on a pu faire un suivi dans le temps avec l'équipe municipale en place. Par ailleurs, on est très intéressé par les villes qui accueillent mal les couples binationaux et donc on avait envie d'aller vers elles. Donc ce qu'on a proposé, c'est de faire sur la région Grand Est un questionnaire sur les villes qu'on avait repérées avec notre expérience des couples comme mal accueillantes. On a prévu un questionnaire qu'on envoie par mail, évidemment avec une relance téléphonique. Pour l'instant, les questionnaires sont envoyés. Le travail de repérage des listes a été très compliqué. Par ailleurs, quand on a présenté au niveau national cette initiative, tout le monde a été intéressé. Donc, on a envoyé le questionnaire à tous les collectifs qu'on a en France. Donc, toutes les grandes villes, hein, Paris, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Lyon, j'en passe, Nantes. Euh, et, et du coup, c'est en route. Je voulais juste vous présenter rapidement les thématiques abordées dans le questionnaire.
Donc, il y a d'abord l'accueil des couples binationaux. On demande à la liste candidate, est-ce que la mairie accueille bien aujourd'hui les couples binationaux? Est-ce que vous avez repéré un dysfonctionnement ou pas? Il y a un focus sur l'état civil, puisqu'on est particulièrement concerné, et lié à la loi l'année dernière qui n'est pas passée, qui vise à interdire les personnes en situation irrégulière, alors interdire le mariage en France. On a une question qui nous paraît vraiment importante, c'est le respect du fait que la régularité de séjour n'est pas requise pour l'établissement d'un acte d'état civil. Donc de bien comprendre que la mairie ne doit pas avoir, y compris d'extrême droite, ne doit pas avoir accès à la régularité de séjour, à la situation de la personne en régularité de séjour. Parce que vous l'appliquez au mariage, mais après, pourquoi pas l'appliquer à la cantine, à l'école, à un certain nombre d'autres situations, pourquoi pas au cimetière, voilà, l'éligibilité des personnes, si elles sont labellisées ou pas par la mairie, serait extrêmement dangereuse. Donc c'est vraiment un point de vigilance qu'on a que je voulais vous partager. Un accès aux droits sociaux et aux tarifications solidaires, puisque là-dessus, il y a une grosse capacité des villes de faire levier, de faciliter la vie des personnes. Formation des agents municipaux, à savoir que les agents municipaux, les coûts de formation ne sont pas inclus dans le budget des villes. Donc c'est une question qui est intéressante parce qu'une ville peut mettre des moyens importants pour former correctement les personnes qui travaillent dans les services techniques. Et c'est hors enveloppe budgétaire de la ville elle-même. Donc sachez-le, c'est vraiment un point de levier sur lequel il faut interpeller les élus. Vie citoyenne et intégration, donc on a posé la question de l'adhésion à l'ANVITA, l'accès à des services comme le français langue étrangère par exemple, il y a une question cruciale aujourd'hui pour les personnes étrangères et toutes les personnes étrangères qui prétendent à des cartes pluriannuelles ou des cartes de résidence. On a un niveau de français complètement aberrant par rapport à la réalité sur le terrain. On a une question sur le droit des votes des étrangers aux élections municipales parce que ça nous intéresse quand même, c'est un gros enjeu. À savoir que Léa Balach porte une proposition de loi actuellement, à réveiller une proposition de loi, donc on vous encourage à aller voir et à vous en servir également. On a une dernière question sur le suivi et le dialogue avec la société civile, en l'occurrence nous, c'est-à-dire est-ce que nous, en tant que collectif, on peut faire un point régulier? Est-ce qu'on peut avoir un interlocuteur dans la future équipe municipale pour continuer à réfléchir, à avancer ensemble? Donc de ne pas présenter la question uniquement en période préélectorale, mais vraiment de chercher un engagement sur le suivi ensuite. Et on avait une dernière question subsidiaire relative à l'expérience personnelle des personnes qui répondaient. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes en couple binational? Est-ce qu'ils en connaissent? Est-ce qu'ils ont conscience des difficultés des couples? Voilà. On espère des réponses. On n'aura pas une mobilisation de fou parce qu'il faut vraiment avoir du temps pour relancer, etc. Mais c'est quand même une méthodologie qu'on met en point et le temps est notre allié. Donc dans 6 ans, on sera beaucoup mieux prêt à continuer ça. Voilà. Merci beaucoup Sylvie. Il nous reste 3 interventions et on ne pourra pas en prendre plus étant donné le temps. Donc je passe la parole tout de suite à Estelle pour le CNDH Rhône Europe. Merci beaucoup Nicolas. Deux choses que nous on sort. Donc nous on est le CNDH Rem Europe, une association tête de réseau qui travaille sur l'accès aux droits des personnes vivant en habitat informel, squat, bidonville, campement. Nous sortons 2 rapports. Alors le premier qui est déjà sorti, c'est la charte, très belle charte qu'on voit ici, des droits des habitants des lieux de vie informels, hein, qui a été fait en lien avec un certain nombre d'associations qui sont présentes. Ça reprend en termes de droits l'ensemble des droits des personnes qui vivent en lieu de vie informel, donc squat, bidonville, campement. Ça se déploie en poster et ça permet aux collectivités territoriales d'avoir un regard très précis et très législatif en fait sur les droits des personnes. Donc c'est un rapport plaidoyer qui en tout cas pour le moment se dissémine assez bien et l'idée ensuite c'est d'en faire un outil aussi pour les personnes qui sont concernées afin qu'elles puissent se saisir de leurs propres droits. Pour un deuxième livrable qu'on va sortir très prochainement, c'est une FAQ sur les stratégies de résorption. Alors l'idée c'est d'accompagner les collectivités et les acteurs de la résorption des bidonvilles, squats et campements dans des bonnes pratiques. Ce n'est pas un guide méthodologique, mais plutôt un recueil de bonnes pratiques et guide un petit peu, enfin qui guide en fait sur d'une certaine
certaine manière de penser. Alors, il est pensé de manière bien plus large, hein. Il interroge la question de l'accueil, tout simplement. C'est un rapport qui est interassociatif, qui a été fait aussi en lien avec un comité scientifique de chercheurs-chercheuses et qui part des questions d'élus pour répondre à leurs questions et qui interview aussi un certain nombre d'élus. En tout, ce sont sept villes qui se sont prêtées au jeu. Donc elle pose les questions elle aborde l'accompagnement global, les solutions d'hébergement, logement, même si c'est pas forcément le périmètre des collectivités. En tout cas, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, par exemple sur le foncier vacant. Elle parle de la stabilisation, l'accès aux services de base, le lien avec les riverains, etc., etc. Elle parle aussi des leviers de financement. Elle parle aussi des coûts, puisque bon bah comme ça, pour toucher peut-être un petit peu les collectivités, bah c'est aussi parler des coûts. Donc le coût d'une stratégie de résorption vs en fait le coût des expulsions à répétition. Ce rapport, il a été fait également avec des partenaires, l'Envita, l'UNICEF, l'ensemble de nos membres. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'appuyer les acteurs quand ça sortira. Enfin, voilà, on diffusera très largement. En tout cas, ça permet d'objectiver certaines données et d'avoir une idée assez précise sur des questions très pratico-pratiques. Je mets un robinet d'eau pour 50 personnes, combien ça me coûte, quels sont les enjeux, comment on fait. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être un peu pratico-pratique pour essayer d'infuser sur les questions d'accueil. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Estelle. Je passe ta parole à François. Oui, bonjour, je suis François donc de SNL Solidarité Nouvelle pour le logement. Nous sommes un acteur du logement d'insertion. Nous faisons partie d'un certain nombre de collectifs qui sont représentés ici, la FAPIL et puis le CAL, le collectif des associations pour le logement. Nous sommes implantés en Île-de-France. Nous avons une implantation territoriale très importante. Donc, ce que nous faisons, le logement d'insertion, on accueille des personnes pendant un certain nombre d'années, des personnes avec des très faibles ressources, et puis on cherche à les reloger, donc lorsqu'elles sont en mesure d'aller dans un logement social pérenne. Voilà, ça c'est pour dire deux mots sur ce qu'est le logement d'insertion. Et donc, on a 110 groupes à peu près locaux en Île-de-France. On fait un plaidoyer, on a construit sur trois thèmes principalement. C'est la production des logements PLAI pour donc les publics les plus précaires, l'accompagnement, le financement de l'accompagnement et d'autre part, le relogement. Alors, c'est ce thème, on a fait, bon, on diffuse des documents dans notre réseau. Ces documents sont pris en main par les groupes dans les différents départements euh, et essayent donc de rencontrer des candidats. L'idée, c'est de rencontrer des candidats pour essayer de plaider la cause. Alors, ma question là, principalement est par rapport aux présentations qui ont été faites, c'est ce qui a été appelé tout à l'heure par Alix, c'est la question de la dynamique interassociative. Euh, Ce thème, nous, on était parti sur une idée, on est toujours en voie de partir sur une idée de faire quelque chose de collectif et de pouvoir, comme elle l'a dit d'ailleurs, Alix, de France Terre d'Asile, organiser les rendez-vous en commun. Mais on s'aperçoit que c'est très difficile et que c'est un projet qu'on a, mais qui a beaucoup de mal à se réaliser, même si on fait partie d'un certain nombre de collectifs. Alors, il y a effectivement le travail qui est au niveau du collectif auquel on participe avec Éléonore sur la constitution d'un plaidoyer un peu plus général à partir duquel nous, on détermine un plaidoyer plus spécifique par rapport à notre organisation et par rapport à notre action. Mais on est toujours un peu, comment dire, non, déçu, ou en tout cas un peu dans l'expectative par la capacité où on n'est pas réellement, en fait, d'embarquer dans un plaidoyer commun pour voir des candidats, des membres des collectifs qui ont des préoccupations qui sont très proches des nôtres, en tout cas qu'on pourrait partager. Voilà, c'est une difficulté, je voulais la mentionner, mais je serais intéressé à avoir parce qu'il y a deux personnes qui ont parlé, Sally Geoffroy et France Terre d'Asile, de France Terre d'Asile, et il y a aussi Morgane, le campion. J'ai cru comprendre que là aussi, il y avait possibilité dans ce qui avait été mis en place par le quoi, le collectif Transition Citoyenne, que je connais que de nom, de loin, de faire vraiment
de la dynamique interassociative. Donc je pense qu'il y a un travail, enfin, il y a quelque chose à faire là-dessus qui serait peut-être important. Voilà, merci. Merci beaucoup François pour cette remarque que je pense qu'on partage. Dernière prise de parole dans ce cadre-là avant la conclusion, le propos conclusif, c'est Éléonore qui reprend la parole et j'imagine cette fois-ci avec une autre casquette. C'est ça, oui. Très rapidement, parce que du coup, je suis à la fois coordinatrice du collectif des associations pour le logement, mais aussi chargée de mobilisation à la Fondation pour le logement et à la direction des études. Et donc, c'était juste pour vous annoncer, même si je pense que vous avez toutes et tous vu passer l'information, que donc la Fondation pour le logement présente son rapport sur l'état du mal logement en 2026 la semaine prochaine, donc le 3 février. Ça se déroulera de 9h à 12h à distance, donc vous pouvez vous inscrire pour le suivre en visio. Notamment dans le rapport, il y a toute une partie avec des fiches sur les élections municipales qui détaillent aussi notre plaidoyer à la Fondation et avec aussi un encart sur l'extrême droite que je vous inviterai, enfin que je vous invite à aller lire une fois que ça sortira. Et donc, lors de la présentation du rapport, on interpellera également deux candidats au municipal à Paris. Donc voilà, je vous envoie le lien, comme ça, si vous voulez suivre, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez le faire maintenant. Voilà. Merci pour ce rappel, Éléonore. Très bien, bah, merci à tous et à toutes, en tout cas, de la richesse de matériaux que vous avez partagé ce matin. Ça fait une belle, un beau panorama, comme prévu, comme convenu. Je vous remets peut-être juste rapidement l'image de notre prise de notes qui continue en parallèle. Comme vous pouvez constater, ça commence à grossir. Ça, ça part un peu dans tous les sens. L'idée, c'est qu'on va essayer de remettre ça un peu en ordre et de ensuite vous proposer un compte-rendu de ces échanges-là qui ont été, comme je l'ai déjà dit, extrêmement riches pour pouvoir ensuite avoir une vision un peu d'ensemble de ce qui va être mis en place par les associations, par les collectifs qui sont présents ce matin, en tout cas, dans le cadre de cette campagne des municipales et voir ensuite bah, quelles sont éventuellement, comme le disait François, justement, les synergies possibles à créer entre ces différents mouvements-là, en espérant que bah, ce rendez-vous de ce matin a contribué à ces synergies, justement. C'était un peu la vocation aussi de ce temps. Peut-être pour conclure, juste avant de vraiment conclure définitivement ce temps, faire intervenir une dernière fois nos quatre intervenantes, si elles ont des éléments. Estelle, est-ce que c'est une main levée qui date d'avant? Ouais, ouais, ok. Sur une dernière question, peut-être en conclusion, parce qu'en fait, là, tout au long de la matinée, on a quand même beaucoup parlé d'un sujet autour de ces municipales, c'est la puissance de l'extrême droite dans ce contexte, hein. On sent que c'est des élections qui pourraient être malheureusement à leur profit. Et du coup, on parle de ce qui va se passer dans les prochaines semaines pendant le cadre de la campagne municipale, mais qu'en est-il de ce qui va se passer dans l'entre-deux-tours? Où on sait qu'en fait, il va y avoir un certain nombre de sujets, enfin, en tout cas, dans pas mal de collectivités, des possibilités de risque de bascule à l'extrême droite. Est-ce que vos organisations respectives ont déjà acté d'un positionnement dans cette période-là de l'entre-deux-tours? Est-ce qu'il y a des perspectives de votre côté de mobilisation spécifique sur ces questions-là? Voilà, c'est une question ouverte. Si certains ou certaines souhaitent prendre la parole là-dessus. Morgane, je vois, lève la main. Oui, merci Nicolas, c'est une très bonne question. De notre côté, on a co-organisé avec le réseau Action Climat une journée interorga le 13 janvier qui a permis de faire émerger deux groupes de travail, un spécifique à l'appel au vote, avec l'enjeu vraiment de mobiliser l'électorat, notre électorat un électorat progressiste, notamment chez les jeunes qui votent moins. C'est beaucoup les personnes plus âgées qui se mobilisent sur ce scrutin. Et aussi un GT spécifique à la stratégie autour du jour J, la prise de parole qu'on doit avoir avec le risque notamment d'avoir
le constat que certaines grandes villes écolo n'est plus la majorité, et donc de conclure que forcément il y a un désaveu vis-à-vis de l'écologie. Et donc on est en train de voir comment construire vraiment une parole qui soit tout autre, et de dire que l'écologie en fait se retrouve au travers de mesures qu'on voit dans tous les programmes politiques, et dans un soutien des habitants vis-à-vis de ces mesures-là. Donc, on est en train de construire ça. Et spécifiquement sur la question de la stratégie sur l'entre-deux tours, ça va aussi être travaillé dans ces groupes de travail, donc à suivre. Merci Morgane. Éléonore. Oui. De notre côté, donc pour le second tour des municipales, chaque association du coup pourra, enfin donc chacune des 40 associations du CAL pourra définir son mode d'expression, donc que ce soit donc en appelant à voter pour un candidat, à faire barrage, enfin voilà, chacune définira son mode d'expression, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les membres du collectif, dans leur intégralité, partagent une même inquiétude, hein, sur les idées d'extrême droite, et mettent en garde sur les dangers que ça représente pour les personnes mal logées, que ce soit donc notamment dans la préférence nationale dans les aides au logement ou dans l'accès au logement, notamment au logement social, la fin de l'accueil inconditionnel, la stigmatisation de nombreux publics, notamment, comme je le disais, donc les personnes exilées, les voyageurs et voyageuses. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on se retrouve, et c'est la position de cas pour le moment que l'on a. Merci Éléonore. Est-ce qu'il y aurait une organisation qui souhaiterait ajouter quelque chose sur ce sujet? Et sinon, on va pouvoir conclure. Bon, je crois qu'on va pouvoir conclure. Euh, Merci beaucoup en tout cas à l'ensemble de nos intervenantes pour leur participation. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à ce temps de webinaire. C'était très riche. Beaucoup de choses à processer, mais on va essayer de rendre ça de manière la plus lisible et complète possible, et fidèle, on espère aussi. On récupère tous les liens qui ont été partagés, tous les documents qui ont été partagés dans le chat, et on en fera aussi le compte rendu à destination de tout le monde. Je partage une dernière fois mon écran pour vous repréciser bien sûr que l'Anvita prévoit un prochain webinaire pour présenter sa campagne en tant que telle autour de ces municipales, qui aura du coup qui va vraiment se déployer à partir du 11 février, et avec le site qui sera à jour à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On vous renverra de toute façon les informations pour ce faire. Vous avez aussi, si ça vous intéresse, ici intégré le canal WhatsApp Migration Municipale 2026. C'est un fil d'actualité qu'on essaye d'alimenter une fois par semaine sur les enjeux autour de la question des droits des personnes exilées en France, et également de la lutte contre les désinformations et idées d'extrême droite. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre aussi ce canal. C'est ouvert également. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et une très bonne fin de journée.